Pendant des années, Vladimir Poutine a cru que l'armée ukrainienne ne serait jamais assez puissante pour véritablement défier son armée ou menacer son régime. Même lorsque des drones ukrainiens ont commencé à survoler les lignes de front et à pénétrer dans les régions russes, le président est resté convaincu qu'il était impossible pour son pays de perdre. La Russie serait toujours plus forte. Il y aurait toujours un plafond invisible, une limite à la puissance que l'Ukraine pourrait atteindre, et cela ne serait jamais suffisant pour infliger les dégâts sérieux et durables nécessaires pour gagner la guerre. Poutine avait tort, et l'Ukraine vient de le prouver. Elle a dépassé la limite de puissance, réalisant l'impossible et atteignant de nouveaux sommets de performance sur le champ de bataille aujourd'hui. Pour comprendre ce changement, il faut revenir au début de la campagne ukrainienne contre les infrastructures pétrolières et énergétiques russes. Kiev cible des sites comme les raffineries de pétrole et les oléoducs depuis plusieurs années maintenant. Mais a sérieusement intensifié les attaques en 2025 années, où 21 des 38 principales raffineries russes ont été visées, ce qui représente une augmentation de 48% des frappes réussies par rapport à l'année précédente. En 2025, il semblait qu'on entendait presque chaque semaine parler de nouveaux incendies, explosions et attaques de drones sur les sites pétroliers russes. Cumulativement, ces attaques ont eu un impact considérable sur l'économie et le secteur énergétique du pays. La capacité totale de raffinage ayant chuté de 40% au plus fort des frappes. Entre août et octobre 2025, les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ont également commencé à attaquer plus régulièrement les usines de production militaire, provoquant des incendies et des explosions dans les lieux où la Russie fabrique ses drones, missiles et autres munitions. Cependant, bien que l'impact de ces attaques ait été important, et que les images et vidéos partagées en ligne montrant d'énormes explosions et des panaches de fumée remplissant le ciel aient été visuellement impressionnantes, la réalité était que beaucoup de ces frappes n'étaient pas aussi efficaces qu'elles auraient dû l'être. Il y avait deux grandes raisons à cela. La première était la présence des défenses aériennes russes. Bien que l'efficacité des systèmes de défense du Kremlin ait été justement remise en question au fur et à mesure de la progression de la guerre, la Russie disposait encore de stocks assez importants de moyens essentiels, comme le S-300, le plus moderne S-400, le Tor MM2, le Buk M3 et le Pantsir Sem. Une fois que les commandants russes ont compris que l'Ukraine tentait d'attaquer leur infrastructure énergétique, ils ont repositionné bon nombre de ces moyens à des endroits clés comme les raffineries et les terminaux pétroliers afin d'abattre la plupart des drones et missiles envoyés par Kiev. Ainsi, même si certains drones ukrainiens atteignaient leurs cibles, beaucoup étaient perdus, limitant les dégâts infligés à l'adversaire. Le deuxième problème, et sans doute le plus important, était que les forces ukrainiennes devaient se contenter de drones relativement rudimentaires et assez compacts pour mener leurs frappes. Même les modèles les plus avancés ne pouvaient transporter que de petites ogives, ce qui signifiait qu'il manquait de puissance pour réellement mettre les raffineries hors service, même s'ils atteignaient leur cible. À cause de cela, il y a eu de nombreux cas où des frappes de drones ont eu lieu et où les installations ont été brièvement mises à l'arrêt, mais elles ont rapidement repris leurs activités. Il y avait tout de même des dégâts, et cela avait son importance, mais ce n'était pas suffisant pour provoquer le genre de crise et d'effondrement que les forces de Kiev espéraient. En 2026 cependant, tout a changé parce que l'Ukraine a trouvé des solutions à ces deux problèmes. Elle a d'abord commencé à éliminer systématiquement les défenses aériennes russes. Les rapports montrent qu'entre juin 2025 et mars 2026, l'Ukraine a mené près de 500 attaques contre les infrastructures de défense aérienne ennemies et 433 autres contre les moyens d'interdiction d'accès et de déni aérien. Depuis lors, la tendance s'est poursuivie. 24 systèmes radars ont été détruits rien qu'en Crimée entre mars et mai de cette année. 25 systèmes de défense aérienne ont été détruits rien qu'en avril, y compris Tor, Buk, Osa et Pantsir. Des dizaines et des dizaines des meilleurs systèmes russes, comme les S-400, ont également été éliminés. Et à mesure que l'Ukraine intensifie ses attaques sur le territoire ennemi, les commandants du Kremlin disposent d'un nombre de plus en plus réduit de moyens à utiliser. En conséquence, ils sont obligés de choisir quelle petite ville, quelle grande ville et quelles infrastructures ils veulent protéger en priorité, laissant les autres complètement exposés. Suite à l'attaque massive de drones sur Moscou, par exemple, la Russie aurait déplacé davantage de ses défenses S-300 et S-400 vers la capitale, affaiblissant ainsi d'autres régions. Un opérateur de drones ukrainien, surnommé Churchill, a révélé que la Russie perd sa défense aérienne multicouche à mesure que de plus en plus de systèmes sont détruits et que de nouvelles zones aveugles apparaissent.
En conséquence directe, il est désormais beaucoup plus facile pour l'Ukraine de trouver des couloirs dégagés à travers les territoires russes vers les endroits qu'elle souhaite cibler. Elle peut déployer des essaims de drones et des salves de missiles vers ces endroits sans avoir à s'inquiéter d'un risque élevé qu'ils soient abattus en chemin. Cela signifie également que les forces de Kiev peuvent se sentir plus confiantes pour déployer des armes plus grandes et plus lourdes contre ces mêmes cibles. Ce qui nous amène au deuxième grand changement, en 2026 l'utilisation de têtes explosives plus grandes. Jusque-là, l'Ukraine utilisait surtout des ogives de plusieurs dizaines de kilogrammes. Comme le note Euromaidan, ce n'est tout simplement pas suffisant pour pénétrer les épais blindages en acier et les murs en béton que l'on trouve dans les raffineries de pétrole et les usines de production militaire. Si les drones étaient un peu hors cible, ils pourraient peiner à infliger de vrais dégâts. En gros, ils pouvaient endommager une cible précise s'ils la touchaient, mais il fallait une frappe directe. Rater d'environ 1 mètre ou toucher de l'autre côté d'un mur causerait des dégâts minimes. Les réparations pouvaient être effectuées rapidement. Tout au long de 2025, les analystes ukrainiens ont compris que quelque chose devait changer. Ils utilisaient des ogives légères pour que leurs drones transportent plus de carburant et atteignent des cibles bien au-delà de la frontière russe. Mais cet avantage avait un coût. Les ogives, assez petites, manquaient simplement de puissance. Heureusement, une solution toute prête est arrivée sous la forme du drone Firepoint FP2. Affichant initialement un temps de vol maximal de 2,5 heures, une portée opérationnelle allant jusqu'à 200 km soit 125 miles, et une ogive pesant jusqu'à 105 kg soit 230 livres, le système a changé la donne. Depuis, Firepoint a apporté des modifications permettant au FP2 de transporter jusqu'à 200 kg, soit 440 livres d'explosifs sur des distances encore plus grandes, allant jusqu'à 370 km, soit 230 miles. Ils sont plus chers, mais nettement plus efficaces que les drones plus simples sur lesquels Kiev comptait auparavant, comme le Lououti. Depuis leur apparition, les drones FP2 ont servi lors de nombreuses frappes à moyenne et longue portée contre les infrastructures russes. Ils ont percé des trous dans les flancs de grandes infrastructures de raffinerie, notamment les unités de distillation primaire. Ils ont causé l'effondrement de bâtiments entiers dans des usines militaires et infligé à la Russie des dégâts et des coûts bien supérieurs à ceux des précédents drones plus petits. Et ils ne sont pas seuls. L'Ukraine a aussi commencé à employer d'autres munitions lourdes de frappe en profondeur, alliant grande portée et ogives lourdes. Le drone Behemoth, par exemple, est une bête des airs bien nommée qui possède non pas une, mais 2 ogives distinctes, l'une pesant 40 kg, soit 88 livres, et l'autre 35 kg, soit 77 livres. En tant que drone d'attaque à usage unique, le Behemoth ne largue pas ses ogives. À la place, une ogive à charge tandem explose à l'impact pour percer les défenses extérieures de la cible avant que la plus grande ogive thermobarique n'explose à l'intérieur quelques instants plus tard, causant des dégâts bien plus importants. Avec des drones comme celui-ci, l'Ukraine ne se contente plus d'endommager les murs extérieurs et les structures des usines et raffineries russes. Elle contourne leurs barrières et les détruit de l'intérieur. Cela change tout sur le terrain. Des attaques jadis perçues comme de simples nuisances pour la Russie sont désormais de vraies catastrophes. Des frappes qui autrefois n'auraient de causer que des dégâts minimes, réparables en quelques jours, mettent désormais des installations hors service pendant des semaines, voire des mois entiers. La mauvaise nouvelle, du moins pour l'Ukraine, c'est que ces drones plus lourds ont une portée limitée. Le Behemoth, par exemple, est limité à une distance de seulement 300 km, soit 185 miles. Cela les place clairement dans la catégorie de portée moyenne. Mais que faire si l'Ukraine veut frapper des cibles beaucoup plus éloignées ? Heureusement, elle a aussi une solution pour cela. Mais avant d'en arriver là, vous regardez The Military Show. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Pendant longtemps, l'Ukraine ne pouvait frapper des cibles à des centaines de kilomètres en Russie qu'avec des drones longue portée. Elle ne possédait pas de missiles pour atteindre de telles distances, seulement de petits drones transportant une quinzaine de kilos d'explosifs tout au plus. Beaucoup ont été abattus par les défenses russes, mais certains atteignaient parfois leur cible. Cependant, pour exactement les mêmes raisons évoquées précédemment, ils n'ont pas pu infliger de dégâts durables. Encore une fois, les analystes ukrainiens ont identifié ce problème et ont cherché un moyen de le résoudre. Et pour régler un problème comme celui-ci, la réponse est assez simple. Il faut des armes capables d'atteindre de plus grandes distances, plus vite, et de transporter des charges supérieures aux options actuelles. Bref, il faut des missiles de croisière. Donc Firepoint, la même entreprise derrière le drone FP-FP2,
et l'un des plus grands acteurs du secteur de la défense en pleine expansion en Ukraine, a développé le missile de croisière FP5, également connu sous le nom de Flamingo, grâce à son système de propulsion à réaction. Ce missile, qui coûte environ 500 000 $ l'unité, affiche une portée opérationnelle impressionnante de 3000 km, soit 1900 miles. Il transporte une ogive de 1150 kg, soit 2540 livres. Il a été dévoilé en août 2025, et il a fallu un certain temps après cela pour que les développeurs de Firepoint perfectionnent le système de navigation inertielle autonome nécessaire pour permettre à ce missile de fonctionner comme prévu et d'atteindre ses cibles de manière fiable. Maintenant qu'ils ont réussi, toute la férocité du Flamingo a été déchaînée, et la Russie n'arrive tout simplement pas à y faire face. Le 27 juin, des rapports ont fait état de plusieurs missiles Flamingo, lancés contre l'usine de missiles Titan Barricade dans la région de Volgograd, en Russie. Située dans la partie sud du pays, à environ 500 km, 310 miles, des lignes de front. Des images montrèrent les silhouettes reconnaissables de 2 de ces énormes missiles frappant l'usine, qui est responsable de l'assemblage de lanceurs mobiles pour missiles balistiques et de systèmes d'artillerie. Et ceci n'était que le dernier d'une série de frappes réussies impliquant le missile Flamingo. Le 10 juin par exemple, 5 missiles Flamingo ont été envoyés vers l'usine d'électronique de défense Vinir Progress à Tcheboksary, qui se trouve dans l'ouest de la Russie, à 900 km ou 560 miles du front. 2 missiles ont contourné les protections anti-drones de l'usine, causant d'importants dégâts explosifs et des dommages liés à l'incendie. Dans le domaine des bombes aussi, Kiev a fait des progrès considérables. Auparavant, elle dépendait des approvisionnements occidentaux, souvent limités et soumis à des restrictions échappant au contrôle de l'Ukraine. Aujourd'hui, cependant, l'Ukraine a changé la donne en lançant la production en série de ses propres équipements. Des équipements comme la bombe planante Equalizer du développeur DG Industries. Capables de parcourir des dizaines de miles depuis leur largage, ces bombes ont assez de puissance pour détruire des cibles russes comme des systèmes de défense aérienne, stations radars, dépôts de munitions, troupes, chars et autres blindés. Nous avons vu l'Ukraine mener des frappes à moyenne et longue portée depuis plusieurs années déjà. Mais la donne a complètement changé avec l'introduction de ces armes plus lourdes. Il ne se limite plus à égratigner les moyens et les infrastructures russes. Kiev fait désormais exploser les cibles. Les récentes frappes sont plus destructrices et coûteuses pour le Kremlin que par le passé, souligne Michael Bonnet, chercheur au groupe de réflexion californien RAND. Même un observateur occasionnel constate que l'impact des frappes ukrainiennes s'accroît avec le temps. Ce n'est pas seulement une question de puissance de feu, mais aussi de portée. Selon le dernier rapport, l'Ukraine dispose aujourd'hui de suffisamment de munitions pour cibler environ la moitié de la Russie et plus de 70% de l'ensemble de sa population. La chaîne de surveillance radar de la Russie a récemment émis des alertes de raids aériens dans des régions très éloignées du pays. Cela inclut 5 régions distinctes du district fédéral de la Volga, située au sud-est de Moscou. La région d'Astrakhan, qui se trouve à environ 900 km, soit 560 miles de l'Ukraine, ainsi que certaines parties de la région du Caucase du Nord, dont certaines zones sont situées jusqu'à 1200 km ou 750 miles de l'Ukraine. Dans le centre de la Russie, des alertes ont retenti à Moscou, qui se trouve à environ 400 à 500 km, soit 250 à 310 miles de l'Ukraine. Vladimir, qui se trouve à 450 km ou 280 miles, Tambov, qui est à 350 km ou 220 miles, et Libetsk, qui est à environ 300 km, soit 186 miles, de la frontière ukrainienne. Le 1er juillet, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a même annoncé que les forces de son pays avaient frappé une raffinerie de pétrole à Oufa, à plus de 1300 km, soit plus de 800 miles de la ligne de front. C'était la 2e fois que cet endroit était frappé. Une installation militaire dans la région de Penta a également été frappée, située à environ 600 km, soit 370 miles de la ligne de front. Cela marque un changement majeur par rapport aux premières étapes du conflit. En 2024 par exemple, les seules régions russes qui devaient vraiment s'inquiéter des attaques ukrainiennes étaient celles situées assez près de la frontière, et une grande partie des moyens de l'Ukraine étaient également utilisés contre des cibles ennemies dans les territoires occupés. Désormais, presque aucun lieu en Russie ne semble sûr. Des régions occidentales jusqu'aux confins de la Sibérie,
le son des sirènes d'alerte aérienne fait de plus en plus partie du quotidien, alors que l'Ukraine ramène la guerre jusque chez les Russes. Et ces sirènes ne sont pas de simples désagréments. Souvent, lorsqu'une alerte retentit, des villes et des agglomérations entières doivent s'arrêter. Les aéroports suspendent leurs opérations, les services de transport public s'arrêtent, et on demande aux gens de rester à l'intérieur ou de se réfugier sous terre. Cela a un impact. Et même si l'Ukraine ne copie pas la stratégie russe en visant les habitations civiles et les infrastructures, le peuple russe voit tout de même sa vie bouleversée par la guerre de manière de plus en plus effrayante et difficile. Cela les pousse alors à chercher quelqu'un à blâmer, et beaucoup pointent du doigt un seul homme, Vladimir Poutine lui-même. Par conséquent, la popularité de Poutine a chuté en flèche. Même dans les sondages officiels du Kremlin, de plus en plus de Russes s'inquiètent de la capacité de leur président à diriger le pays. Et il est probable que la situation s'aggrave encore pour Poutine et son entourage dans les semaines et les mois à venir, car l'arsenal de l'Ukraine ne fera que se renforcer à partir de maintenant. En effet, des rapports récents suggèrent également que l'Ukraine aurait tiré son tout premier missile balistique à longue portée produit localement. Cette information est basée sur des données provenant du propre ministère de la Défense de la Russie. Dans un rapport récent, le ministère de la Défense du Kremlin a affirmé que, sur une période de 24 heures, ses défenses aériennes avaient intercepté plus de 600 drones, 7 bombes aériennes, et ce qu'il a décrit comme un missile opérationnel tactique à longue portée. Moscou n'a donné aucun détail supplémentaire sur le type de missile en question, et l'Ukraine n'a fait aucune déclaration officielle à ce sujet pour le moment. Cependant, nous savons que Firepoint travaille sur son missile balistique FP-FP9 et a récemment confirmé qu'il approchait de la phase d'essai en vol. Denis Stillman, chef de la conception de l'entreprise, a déclaré que les essais débuteraient en été ou début automne. Il est possible que ces essais aient déjà commencé et que le FP-FP9 ait été tiré contre une ou plusieurs cibles russes. Si c'est le cas, cela représenterait un autre ajout considérable à l'arsenal de Kyiv. Le FP-FP9 a été conçu dans le but précis de détruire des cibles situées au cœur des régions russes. Il affiche une portée opérationnelle estimée à 855 km, soit 530 miles. Peut atteindre des vitesses remarquables, allant jusqu'à 2200 mètres par seconde, soit 7220 pieds par seconde, et transporte une ogive massive pesant jusqu'à 800 kg, soit 1760 livres. Nous avons vu le secteur de la défense de Kyiv produire des drones de pointe et de puissants missiles de croisière. Un missile balistique est la dernière pièce du puzzle. Et si le FP-FP9 soit déjà opérationnel, il reste impossible d'évaluer les dégâts que l'Ukraine peut causer avec, selon Bloomberg. Si cela se confirme, le tir d'un missile balistique représenterait une avancée dans les efforts de Kyiv pour développer ses capacités de frappe à longue portée locale, au-delà des drones et systèmes de croisière. Même si ces rapports sont faux et que le FP-FP9 n'est pas prêt à être déployé, ce n'est qu'une question de temps avant que ce missile ne détruise des infrastructures russes importantes. Combiné à des drones plus lourds, à de nouvelles bombes planantes et à des missiles de croisière Flamingo, l'Ukraine dispose de plus de puissance de feu qu'à n'importe quel autre moment de son histoire, offrant à la Russie une vague de problèmes qu'elle ne peut tout simplement pas résoudre. Pour découvrir comment ces problèmes s'accumulent sur le bureau de Poutine et aggravent la crise du président russe, regardez cette vidéo. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment les entreprises, les investisseurs et les élites de Moscou commencent à agiter le drapeau blanc, reconnaissant que la guerre est impossible à gagner et exhortant Poutine à y mettre fin. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de contenu de qualité comme celui-ci.